François, Julien. Oui, bonjour à tous. Alors, un petit mot d'introduction et je vais très rapidement laisser la parole à Julien dans un premier temps pour vous dire que la sectorisation, c'est quelque chose qu'a amené Julien et par le biais d'actions menées là auprès du comité 35. Et nous, on a vraiment embrayé le pas dessus avec cette volonté en fait quand même qui était de reconnaître l'investissement et les savoir-faire qui étaient développés dans des clubs partout sur le territoire, que de temps en temps, on avait du mal aussi à les véhiculer, les communiquer, et que de temps en temps, il fallait organiser un petit peu les choses pour que ça puisse faire tache d'huile sur d'autres, quoi. Donc, c'était vraiment parti de là, c'est de se dire à un moment donné, il y a vraiment des savoir-faire, plein de ressources humaines dans tous nos territoires, et comment à un moment donné, nous, essayer de faire en sorte qu'on s'en rende compte un petit peu mieux et qu'on l'organise un peu, quoi. Voilà, donc Julien, je te laisse la parole. Ok, merci François. En effet, moi je vais vous parler d'un projet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le projet de sectorisation. Rapidement, moi je vais intervenir vite fait sur les deux premiers points et François prendra la suite sur les deux derniers points. On va partir de ce projet de sectorisation, que vous compreniez bien que c'est un projet qui est extrêmement important pour tous les organismes de la fédération. Quand je parle d'organismes de la fédération, c'est la FFBB bien sûr, c'est la Ligue, c'est les comités départementaux et c'est les clubs. C'est un projet qui répond déjà en partie au projet sportif fédéral auquel toutes les structures, y compris les clubs, doivent répondre, c'est-à-dire ces trois axes: avoir des équipes performantes, que ce soit en 5-5 et en 3-3, moderniser les structures et animer les territoires. Et ce projet de sectorisation, il répond déjà en partie à ces trois axes-là. Je vais les décliner par la suite. Un, c'est le premier point, le projet de sectorisation, il répond au PSF, au projet sportif fédéral. Le deuxième point, et ça c'est très 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 important, c'est qu'il favorise les actions de proximité. L'idée, on a fait un petit tour dans les secteurs au niveau du comité d'Ille-et-Vilaine. Donc, je ne me suis pas présenté, mais je suis conseiller technique fédéral dans le comité d'Ille-et-Vilaine de basket depuis quelques saisons maintenant. On a fait un tour des dirigeants et des clubs pour connaître un petit peu les difficultés qu'ils rencontraient, etc. Et on s'aperçoit que il y a un décalage entre ce que nous demande des fois la fédération, et vous avez vu tous les nombreux projets qui sont très intéressants, mais les nombreux projets qui sont mis en place. Mais à l'heure actuelle, je ne connais pas un club qui est capable de mettre en place tous les projets que propose la fédération, et je pense que ce n'est pas le but de toute façon, parce qu'il faut comprendre la problématique locale de territoire, et que certes, peut-être que le micro-basket dans certains endroits va être opportun, mais dans d'autres, pas du tout. Que le basket santé, ça va être pareil, que le 3-3, ça va être pareil, etc. Une chose est sûre, c'est qu'on a senti un vrai décalage entre ce que proposait la fédération, ce que proposait la Ligue, le comité, et les clubs dans les problématiques premières. Donc, l'idée, en tout cas, c'est nous d'être plus proches des acteurs de terrain, c'est-à-dire vous, les clubs, en local. C'est mieux communiquer donc, avec les clubs et les dirigeants, c'est favoriser la connaissance propre à chaque territoire, et c'est répondre aussi aux attentes des licenciés. Tout à l'heure, il y avait une question sur le consumérisme. En effet, c'est une attente maintenant de la part un petit peu de certains licenciés. Est-ce qu'il faut se couper de ça? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'il faut continuer de favoriser cet esprit un petit peu de club, de convivialité? Ça, j'en suis certain. Mais en tout cas, je ne suis pas sûr qu'il fasse se couper non plus de ces nouvelles attentes, entre guillemets, de consumérisme par rapport à ces actions de proximité. Mais pour ça, on a besoin d'avoir une connaissance beaucoup plus fine, une connaissance de terrain. Donc voilà. Donc ce projet de sectorisation, il doit répondre à ça, à être plus proche de vous. Il doit répondre aussi à une autre problématique qui est de valoriser les collaborations. Le club d'à côté n'est pas forcément un concurrent. Et ça, je pense qu'il faut le prendre tel, le concevoir. C'est-à-dire que si on fait les choses ensemble, les clubs d'un territoire, les comités, la ligue, la fédération,
et qu'on ne se saucissonne pas à chacun ses prérogatives, on peut faire quelque chose de très grand et de très intéressant. Donc, il faut qu'on favorise ça, il faut qu'on favorise les collaborations, les synergies, les mutualisations du monde fédéral. Et je dis bien du monde fédéral, c'est vraiment les clubs, comités, ligues, en tout cas sur notre secteur breton. Donc ça, je le dis, c'est renforcer ces partenariats, mais c'est renforcer ces partenariats aussi face à l'émergence de certaines structures privées, et j'y reviendrai tout à l'heure, notamment sur la mise en place de camps privés et de stages. Mais c'est aussi ça, c'est de se dire que si on s'unit tous ensemble, on peut faire vraiment des choses très, très intéressantes. Donc, c'est vraiment ça, dans l'idée, en tout cas, du projet de sectorisation. Pour résumer un petit peu tout ça, c'est le modèle que vous connaissez, les instances, c'est-à-dire la Fédération française de basket, hein, la Ligue au niveau régional, le comité au niveau départemental et les clubs au niveau local. Nous, l'idée est venue de se dire que la fédération, par exemple, pour mieux décliner sa politique fédérale, a mis en place une structure qui n'est pas officielle, mais une structure, la zone ouest, hein, donc il y a différentes zones en France, qui permet de mettre en place certaines actions. Par exemple, le tournoi intercomité zone ouest, donc une action de détection, est fait au niveau de la zone dans un premier temps, et on ne passe pas directement du régional au national. Il y a un niveau entre guillemets intermédiaire qui nous semble opportun de mettre en place. Donc, ce n'est pas une structure nouvelle, mais la fédération a bien compris que de temps en temps, c'était bien de mettre quelques ligues ensemble, justement pour les inciter aussi à collaborer et à monter des projets, parce que peut-être qu'au niveau de cette zone, il y a des choses à faire. Et donc, il y a des choses qui sont faites, la création des zones, mais François pourrait mieux me le dire, mais ça fait un paquet d'années qu'elles existent. Donc voilà, et nous on a réfléchi en se disant que, enfin moi je suis issu du comité d'Ille-et-Vilaine de basket, on essaye de communiquer et je pense qu'on va plus et on va vers les clubs et je pense qu'on est sur la bonne voie, mais vous comprendrez que parler à 104 clubs et à 15 000 licenciés, c'est parfois compliqué. Parfois on a l'impression de parler à tout le monde et en fait on parle à personne. Et les problématiques du territoire de Saint-Malo ou de Fougères ou de Vitré ou de Redon sont différentes de celles de Rennes intra et même de Rennes métropole, etc. Donc il faut connaître un peu mieux nos territoires et pour ça, on a besoin aussi, comme l'a fait la fédération, de mettre pas des strates en plus si vous voulez, mais des zones en plus, notamment les territoires et les secteurs, et c'est ce qui va favoriser la proximité avec vous, les clubs et les collaborations. Il faut comprendre que le comité et la ligue ne sont pas là uniquement pour organiser des championnats. Ils sont là pour vous aider et vous accompagner, vous, les clubs, à mettre en place des projets. Ça, c'est notre mission première pour moi, même si c'est souvent l'autre qui est pris en charge, c'est-à-dire qu'on est simplement des organisateurs de championnat, et puis des fois on l'entend aussi un petit peu, qui mettent des amendes, qui mettent des règles et qui respectent qui déclinent la politique fédérale et basta. On a, entre guillemets, nous les comités, le cul entre deux chaises. On doit répondre à la politique fédérale qui est parfois contraignante, mais on doit aussi vous accompagner, vous les clubs. Et donc ce projet de sectorisation, il doit servir à ça en partie, parce que on se doit d'être à vos côtés là-dessus. Et c'est très très important. Donc je parle du comité 35, mais je crois savoir en échangeant pas mal avec mes collègues que la problématique elle est partout pareille, quasiment, en tout cas sur le territoire breton, que ce soit Finistère, Côte d'Armor et Morne. Donc on a décidé de mettre des territoires et des secteurs en place. Nous sur le comité d'Ille-et-Vilaine, on l'a mis en place depuis 1 an et demi. Donc on a déjà une première base par rapport à ça. Par contre, c'est vrai que cette territorialité, il va falloir on va vous expliquer un petit peu en quoi ça peut servir, même si c'est un projet qui est mouvant. En tout cas, c'est un projet de structuration, ce projet de sectorisation. Est-ce que vous avez, non, je vais enchaîner. Juste, je vous montre un petit peu le découpage. Sur le comité 22, donc ça, c'est les chiffres de l'an dernier, hein. 2 territoires voilà, qui regroupent entre 1400 et 2500 licenciés, 4 secteurs, 10 à 11 clubs par secteur. Le comité du Finistère, on a 3 territoires, entre 2000 à 2500 licenciés par territoire, 6 secteurs, de 7 à 11 clubs par secteur.
Le comité d'Ille-et-Vilaine, c'est 5 territoires regroupant 2500 à 3500 licenciés, 15 secteurs. Donc, on a mis par exemple plus de territoires que le territoire du 22. Moi, j'avais l'impression, juste pour faire un parallèle, entre le comité du 22, qui a un nombre de licenciés plus restreint que l'Ille-et-Vilaine, par exemple, on fonctionnait quasiment de la même manière. Et pour moi, c'est pas possible. Il faut qu'on soit plus proche des clubs. Et donc, cette notion de territoire et de secteur est très, très importante. Et je pense qu'elle est encore plus importante sur des secteurs qui sont, enfin, sur des départements qui ont beaucoup de licenciés. Et le comité 56, 4 territoires et 7 secteurs. Voilà en gros le découpage. Je vous fais grâce un petit peu de tout ça. Est-ce que par rapport déjà à cette première partie de présentation, vous avez des questions? Et est-ce que François, tu veux aussi compléter par rapport aux enjeux de la sectorisation? Je ne sais pas si j'ai bien résumé la chose. À moins qu'il y ait une question, mais juste préciser, l'étude, on l'a poussée sur le fait que pour pouvoir atteindre un niveau suffisant de licenciés et aller vers notamment un petit peu de professionnalisation de l'emploi en direction de l'encadrement, on sait que nous, la jauge, elle est aux alentours à peu près entre 200 et 250 licenciés. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on peut se poser la question de l'autofinancement, en lien forcément avec des partenaires que peuvent être les villes, le conseil départemental général maintenant, pardon, pour envisager ça. Et c'est une grande partie quand on s'intéresse à un club simplement. Si un club atteint 80 licenciés, ce qui est déjà très très bien de temps en temps sur son lieu géographique, mais quand on le rassemble avec 7, 8, 9 clubs autour, nous, on se rend compte en fait qu'on a très vite, on va dire, on atteint entre 650 et 700 licenciés, voire plus. Et donc, on a la possibilité d'envisager notamment de se dire, on pourrait, si on se met tous ensemble, aller vers des projets structurants ou d'employabilité un petit peu plus forts. Il y a une question, je crois, c'est Patrick qui souhaite intervenir là. Oui, pas longtemps. Un petit point sur la sectorisation et la collaboration. Moi, je suis tout à fait ouvert à la collaboration et je pense que c'est important. Par contre, sur la sectorisation, il y a un problème qui se pose, à mon avis, c'est sur les clubs comme le mien, où on est limitrophe de départements. Parce que, je prends un exemple tout simple, c'est très bien pour collaborer, etc., pour des actions d'entraînement ou pour des actions communes, des événements, etc. Mais dès qu'on rentre dans les championnats, ça devient très problématique quand on a des équipes jeunes et de petits niveaux. Nous, il nous est arrivé l'année dernière de faire 4 fois d'aller à Lannion pour les U11, ce qui fait que les gamins, ils ont fait 3 heures de route pour jouer 20 minutes, alors qu'on aurait très bien pu jouer à 10 km de chez nous contre un autre club. Donc la sectorisation, elle est importante, mais je trouve que la limiter au département et pas la mettre au niveau de la région, c'est une erreur. Et pour comparaison, j'ai mon fils qui joue au hand et les championnats sont régionaux, ce qui fait que suivant au niveau auquel on joue, on se déplace moins et je pense que ça, c'est important. Et le deuxième point, c'est sur la jauge de 200 à 250 licenciés par rapport à la professionnalisation de l'encadrement, j'imagine, et au salariat. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire attention à ce genre de choses pour ne pas ruiner un petit peu les petits clubs et ne pas faire disparaître les petits clubs, ce qui est quand même une caractéristique de certains secteurs bretons, de la ruralité qui peuvent exister sur le département. Voilà. Alors, moi, je veux bien répondre sur les 2 points. Vous êtes en avance sur ce qui viendra plus tard, je pense, pour justement, sur la sectorisation, optimiser certains territoires. Sachant que de toute façon, quand on sectorise un secteur, par exemple, je prends un exemple que je connais bien, l'Aurore de Vitré, qui est vraiment au bout de la Bretagne. C'est compliqué pour nous, si vous voulez, à un moment donné, son secteur, il va rester un petit peu dans le département et dans la ligue. Il y a un moment donné, on est obligé, malheureusement, de rester là-dessus. Après, je pense qu'il y aura des ajustements à faire, notamment entre les départements bretons, qui pourraient être intéressants, mais ça se fera, je pense, dans un second temps, parce que c'est aussi nouveau pour tout le monde, et ça engendre
d'autres choses et d'autres aspects au niveau des comités départementaux. Le projet de sectorisation, il est justement fait pour la deuxième question, pour répondre à ce que vous dites sur les petits clubs. L'idée n'est pas justement que les gros clubs aspirent les petits clubs, entre guillemets. Il est justement que chaque club puisse s'exprimer, mais par contre que si on collabore un petit peu avec les clubs voisins, on puisse justement avoir certains axes de développement qui vont permettre justement le maintien de ce club-là. Il n'est surtout pas, enfin, le projet de sectorisation, attention, c'est vraiment pour développer les clubs, c'est pas pour favoriser les fusions de clubs, etc. Loin de là. C'est juste pour s'aider peut-être sur quelques projets et que les comités soient aussi partie prenante et très acteurs aussi dans ces domaines-là, et ainsi que la Ligue. Donc voilà, donc j'espère que j'ai répondu correctement aux deux questions. Je pense que sur la première, vous avez quelques années d'avance. Enfin, j'espère pas si longtemps que ça, mais je pense qu'il y aura des ajustements qui pourront peut-être être faits sur des départements limitrophes. Je poursuis sur la partie mini-camp, s'il n'y a pas d'autres questions. La sectorisation, elle doit vraiment être dans cette idée d'action de développement et d'action de formation. L'action de formation, je laisserai François en parler. Sur les actions de développement, nous, on a mis en place les mini-camps départementaux qui sont des stages. Voilà, c'est des stages de 2 jours, en fait, de 9h à 17h. Voilà, donc ça, c'était une affiche, par exemple, qui avait lieu sur Dinard et, aux vacances d'octobre dernier. C'est 2 jours de stage pour les U10 U11 et c'est encadré par un éducateur qualifié et des assistants en formation. Donc ces mini-camps-là ont lieu, nous, au niveau du comité d'Ille-et-Vilaine, dans les 15 secteurs du département à chaque vacances. Juste quelques chiffres sur les mini-camps 35, que vous compreniez à quoi ce que ça correspond. Donc on en a organisé 29 parce que du coup on a été bloqué par le Covid sur la session du printemps. Les licenciés U10 U11, nous, il y en a 2001 sur le département. On a eu sur ces 2 sessions 830 participants. En fait, c'est 31% des U11 qui ont pu participer et 90% des clubs ayant des U11. C'est-à-dire que l'action des mini-camps, c'est l'action du comité qui a représenté le plus de taux de participation des 10 dernières années. Sauf l'Assemblée générale, mais voilà, c'est-à-dire que même la fête nationale du mini-basket, même si on arrive à regrouper pas mal de monde, on n'a pas 90% des clubs. Donc, c'est une action qui plaît et qui attire les licenciés des clubs. Et le dernier point, c'est qu'il y a une vraie dynamique qui s'est instaurée au niveau du staff, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on a un éducateur sportif qui est sous convention avec nous, donc qu'on met on s'arrange avec le club pour justement payer le club sous convention pour que lui intervienne, si vous voulez. Et derrière, il y a eu des écoles d'arbitrage qui sont venues sur les mini-camps. Il y a des jeunes en formation. Donc, c'est vraiment sur des actions de sensibilisation au coaching, à l'arbitrage et tout ça. Et donc, c'est vraiment une animation sportive, si vous voulez, ce stage-là. Et ça plaît beaucoup. Donc, du coup, on en est fiers et on souhaite vraiment développer ça, même si on a été un petit peu freiné, comme tout le monde, par la pandémie. Juste, pourquoi cette mise en place de mini-camps? C'est proposer, une action à tous nos licenciés U11. Auparavant, on avait des secteurs beaucoup plus grands, ça servait uniquement à la détection, et c'était pas une action de masse, parce que du coup, on demandait au club d'envoyer, entre guillemets, les meilleurs U11 sur nos stages pour pouvoir faire la détection. Nous, on s'est dit, il faut qu'on ait une action de masse pour tout le monde, pour tous, qui permet de réaliser aussi de la détection et de voir plus de monde. Donc, il y a aussi un aspect au niveau de la détection, c'est pour ça qu'on a ciblé cette catégorie U11, avec une catégorie cible pour les comités, mais on s'est dit, on ouvre à tout le monde. D'accord? C'est-à-dire que n'importe quel club peut envoyer, ou chaque licencié de n'importe quel club peut participer à nos stages mini-camps. L'idée, c'est la proximité aussi et que c'est abordable à chaque licencié. C'est-à-dire que le fait de faire,
enfin 9h, 17h, c'est pas anodin, c'est pour que les parents aient le temps de les emmener et puissent s'organiser pour aller les chercher. Sauf que s'il faut faire 40 km, les gamins, ils viennent pas. Donc, il faut trouver de la proximité et la sectorisation peut permettre ça. Et c'est ça qu'on recherche à travers ça. On recherche aussi, et ça, je vais en parler aussi, parce que vous n'êtes pas censé savoir, enfin, il y a des organisations de camps privés qui pratiquent des tarifs souvent démentiels, c'est-à-dire des 350-400 € pour 3 ou 4 jours de stage, qui sont souvent pleins. Et donc, eux, entre guillemets, en plus, passent souvent par les clubs pour réserver leurs installations, les salles. Et du coup, ils font le plein. Et nous, on trouve ça super parce que l'organisation du camp privé va donner une petite ristourne au club financière. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi nous, on ne le fait pas entre nous, c'est-à-dire ligue, comité et club. Parce que ça, c'est quelque chose de très, très important, c'est-à-dire de prendre la place avant qu'eux prennent trop de place, parce qu'ils se multiplient. Il y en a de plus en plus, hein, vous les avez, hein, les Orlando Magic, les Frenchy Camp, etc. Même des organismes, des organisations un petit peu privées qui se déploient un peu partout. Et je pense qu'il faut faire très attention à ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller contre tout ça, mais en tout cas, on a intérêt à réagir un petit peu avant, parce que sinon, pendant les vacances scolaires, c'est eux qui auront l'opportunité de mettre en place des stages avec nos licenciés. Alors que là, on peut le faire, comment dire, tous ensemble. Donc, il y a cette idée-là aussi. Et enfin, l'idée aussi, c'est qu'il y a de nombreux stages en fait qui se mettent en place dans les clubs et que souvent, c'est une manne financière intéressante pour payer l'éducateur du club. Donc ça, c'est un point. Il ne faut pas les interdire non plus, ces stages clubs, parce qu'ils sont importants pour les clubs. Par contre, moi, la question que je me pose, c'est notamment pour les assos qui sont non employeurs, dont les petits clubs, justement, de 80, etc., où certains de leurs licenciés vont sur les stages des clubs d'à côté. Et l'idée de se dire, pourquoi on n'aiderait pas non plus les clubs non employeurs et les clubs employeurs avec le comité, qu'on fasse tous ensemble et que tout le monde s'y retrouve. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est très important, c'est-à-dire que les stages clubs commencent à faire, entre guillemets, du démarchage aussi sur les licenciés des clubs voisins. Et ça peut créer quelques tensions des fois et qui ne sont pas très saines. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est de se dire, bah, on y va, mais on y va tous ensemble. Donc là, on ne l'a fait que sur la catégorie U11, mais vous verrez dans les perspectives d'avenir qu'il y a certainement d'autres choses à mettre en place. Je termine là-dessus. Un partenariat gagnant-gagnant. L'idée, en tout cas, c'est que tout le monde soit partenaire de ce projet de sectorisation dans ses actions de développement et notamment dans les mini-camps, et je dirais plus dans les stages de manière générale. La première, c'est les clubs. Les clubs, vous devez être partie prenante, c'est-à-dire que souvent, vous mettrez à disposition vos installations sportives. Voilà. Moi, je pense qu'il est important que vous ayez une rétrocession, qu'elle soit financière. Ça pourrait être par exemple vous avez un de vos licenciés qui participe à ce mini-camp-là, bah, vous avez une rétrocession financière. Ça peut être aussi une dotation matérielle. Ça peut être une aide à la formation, un chèque pour la formation, par exemple, pour aller sur une formation basket santé, pour aller sur d'autres formations de cadre, les BF, etc. En tout cas, je pense que c'est important que les clubs s'y retrouvent là-dessus et que vous puissiez avoir un retour important là-dessus. L'autre point important, c'est le staff technique et notamment les éducateurs de club. Vous savez très bien que éducateurs sportifs de club, souvent on n'est pas payé des 100 et des 1000. Et si on le fait en plus, et donc là on est en train de trouver des solutions pour mettre en place des contrats de travail en plus, ou des conventions de mise à disposition, parce que chaque situation est différente. Il y a des éducateurs qui, quelque part, font déjà leurs heures, donc on pourrait leur demander de travailler plus et donc du coup de gagner plus. Et au final, ça pourrait leur faire quasiment sur l'ensemble d'une saison un 13e mois. Donc pour eux, c'est aussi les valoriser, c'est les fidéliser. Et c'est une profession qui est pas facile pour être passé par là. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire plutôt dans ce sens-là. Mais ça peut être aussi des fois où il n'y a pas assez pour un temps plein. Du coup, on va passer une convention de mise à disposition avec le club employeur pour pouvoir faire un temps plein et pour que l'éducateur ait un salaire à temps plein.
mais c'est aussi mettre en place des dotations d'équipement et créer une réelle dynamique avec les assistants bénévoles qui vont venir en formation sur un point de vue local. Et pour nous, c'est quelque chose d'important aussi de valoriser toutes ces personnes-là. Sur les mini-camps, j'ai calculé tout à l'heure, on est à 28 jeunes de moyenne sur les stages, voilà, et on est environ à 5 encadrants sur les 28. Il y en a un qui est payé, il y en a 4 qui sont bénévoles, donc il faut valoriser par de la dotation ces assistants bénévoles. L'autre partenaire gagnant-gagnant, c'est le licencié. Le licencié, alors, c'est proposer une pratique supplémentaire pour tous durant les vacances, moyennant un coût de participation, mais un coût de participation qui n'est pas du tout dans les mêmes zones mercantiles de ces fameux camps privés. C'est-à-dire que c'est de se dire, on propose une nouvelle offre durant les vacances pour des stages, mais du coup, on maîtrise le coût. Ça aura un coût parce qu'on veut que les clubs s'y retrouvent, on veut que les éducateurs sportifs s'y retrouvent, mais l'idée, en tout cas pour nous, c'est de pouvoir le favoriser avec entre guillemets un coût abordable. Voilà. Et une mise en place de dotation d'équipement. Ensuite, il y a aussi la Ligue et le comité, parce que nous, l'idée en tout cas, c'est aussi une action qui va permettre de favoriser la détection, et ça, c'est pour nous quelque chose de très important, parce que ça fait partie de nos prérogatives aussi par rapport au PSF. Et puis, c'est aussi avoir une rétrocession financière juste pour aider au fonctionnement de toutes ces actions-là, et qu'on puisse aussi mettre, nous, des salariés, des CTF, à disposition de ces projets-là, pour que vous puissiez justement, pour que ces 4 parties, clairement, club, comité ligue, licenciés, éducateurs, s'y retrouvent dans ce projet-là. Ce projet-là, en fait, il fonctionne. Il fonctionne déjà. Il fonctionne déjà. Il faut qu'on l'améliore. Il faut qu'on apporte quelques petites touches. Et il faudra surtout qu'on essaye, je pense, de prendre une autre dimension. Voilà, sur la partie des mini-camps, j'en ai, moi, terminé, je crois. Après, on va attaquer les BF. Est-ce qu'il y a des questions avant de laisser la parole à François ? Je crois qu'on va pouvoir enchaîner. Si ça vient, de toute façon, n'hésitez pas à intervenir, à poser la question au travers des slides suivants. Donc, pour compléter un petit peu le dispositif de cette sectorisation, l'idée qui était aussi remontée des clubs et puis des dirigeants, c'était que il y avait beaucoup de choses qui étaient centralisées, notamment la formation, et que ça demandait du temps et puis de se déplacer pour pouvoir avoir accès à de temps en temps une formation pour tous les premiers bénévoles qu'on va retrouver nous dans nos clubs qui vont donner un coup de main, soit pour accompagner une équipe le week-end, soit pour donner un petit coup de main à l'entraînement, que ce soit des jeunes, que ce soit au contraire des personnes qui ont du temps à donner. Et l'idée était pour nous de se dire il faut qu'on accompagne ce besoin-là qui a été identifié et qui est vraiment demandé par tous les clubs. Et dans la réforme qui est menée là, de la formation initiale des entraîneurs, l'idée, ça a été de se dire, nous, en Bretagne, on veut absolument qu'on se rapproche le plus près possible de nos licenciés. Donc forcément, ça ira par étapes parce que entre le lancement qu'on souhaitait officiel en septembre, normalement 2020, et puis très certainement qu'on va peut-être essayer de mettre en place là sur la fin de cette saison ou voire le début de la saison prochaine, forcément, nous, on va vouloir se rapprocher des territoires ou des secteurs et qu'en fonction du nombre un petit peu d'inscrits, on essaiera de le faire correspondre pour que ce soit pérenne dans le temps. C'est surtout ça. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir nous proposer des formations de proximité à, on va dire, à toute notre masse d'encadrement.
je suis bénévole dans mon club et j'accompagne une équipe de U11, et ben je dois trouver pas très loin de chez moi et qui va pas me demander beaucoup de temps non plus, une formation qu'on va appeler brevet fédéral enfant. Je donne un coup de main sur une équipe de seniors et j'aimerais bien avoir quelques conseils pour accompagner cette équipe durant la saison, même si je ne vais pas le faire sur 150 ans, et ben, je vais être capable de donner 3 fois une journée ou 6 fois une demi-journée pour avoir des conseils et que ça me serve véritablement dans ma pratique que je vais avoir durant cette saison où je vais donner un coup de main à mon club, quoi. Et c'est vraiment cette idée-là, c'est-à-dire que de rapprocher les formations et de se rapprocher véritablement aussi des besoins directs des personnes. Donc, en s'appuyant sur la sectorisation ou la territorialité aussi. On peut passer sur la slide d'après. Sachant que nous, la sectorisation, c'est l'objectif, c'est rapprocher les offres des acteurs, c'est ce que j'ai dit, hein, permettre à chacun d'avoir un accompagnement à ces problématiques qui soit très proche de l'équipe que j'encadre. C'est un formateur qui vienne aussi de ce secteur-là. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, j'encadre des jeunes de banlieue ou j'encadre une équipe senior dans le pays de Carhaix. Ben, je pense que les attentes, elles sont vraiment complètement différentes. Et à la fois, il y a des contenus que nous, on va passer aux éducateurs et on va leur permettre à ces éducateurs de monter en compétences, c'est-à-dire qu'on va leur organiser, nous, une formation de façon à pouvoir aborder avec eux la façon de pouvoir transmettre du contenu, d'accompagner les gens dans leur pratique et donc faire monter les compétences de cet éducateur qui sera dans un secteur. Et on souhaite, nous, que ça soit des éducateurs du secteur, parce que comme il l'a dit tout à l'heure, Julien, l'idée, c'est de pouvoir à un moment donné stabiliser l'encadrement dans tous les secteurs de Bretagne. C'est d'essayer de leur favoriser une implantation et une meilleure visibilité dans la construction de leur avenir aussi futur, en leur apportant un petit peu plus de choses à faire, mais aussi des moyens qui vont aller avec pour stabiliser eux leur emploi. Et puis, c'est apporter des solutions concrètes à nos territoires où chaque bénévole sur l'encadrement, il doit être accompagné. Pour nous, en tout cas, c'est le rôle que moi, je vois des comités de la Ligue en disant c'est pas vous devez faire, mais c'est on doit vous aider à faire, on doit vous aider à répondre à vos questions, à vos problématiques. Et donc, j'ai bien entendu tout à l'heure la problématique des clubs qui sont limitrophes soit avec un autre département ou une autre région. Et nous, ça, c'est quelque chose que l'on pointe du doigt depuis un petit moment, où aujourd'hui, on sait bien, hein, les arcanes de fonctionnement ont mis un certain nombre de choses qui ont favorisé l'éclosion aussi de notre pratique, mais qui aujourd'hui doit être un petit peu plus plastique, de façon à proposer aussi des aménagements qui de temps en temps sont nécessaires pour une meilleure viabilité de toutes ces actions. On peut passer à la slide d'après. Le projet sectorisation, c'est de nombreuses perspectives aussi envisagées pour le développement et pour la formation, avec des projets de mutualisation sur les territoires et les secteurs. Ça veut dire que pour nous, il y a plein de choses qui peuvent s'envisager autour de ça. Voilà, quand je suis tout seul, moi, bénévole dans mon club, avec 80 licenciés, pas d'aide et pas de quelques personne avec moi qui est professionnel pour développer des actions tout au long de l'année, de la semaine, des jours, et ainsi de suite. Mais quand je suis dans un fonctionnement avec d'autres clubs autour de moi et qu'on va pouvoir me rétrocéder à mon club un petit peu d'argent parce que mes licenciés, mes personnes sont allées se former et que moi, je vais pouvoir à la fois améliorer ce que je fais en interne, mais en plus proposer à mes propres licenciés d'avoir accès à un camp, une formation, sans qu'ils aient besoin de partir loin, eh bien, je pense que là, on sera gagnant parce que j'aurai moins la peur qu'il soit absorbé par les autres autour. L'éducateur qui va travailler, même s'il n'est pas de mon club, eh ben, il aura tout à fait un intéressement plus qu'intéressé au fait que tous les clubs se développent et qu'ils restent tous les jeunes sur ce territoire-là pour participer ensemble à ces actions. Et voilà, si le club A, lui, fait
un peu de basket santé, que moi je réussis à faire un tournoi 3-3, que on monte une école d'arbitrage dans le club C, eh bien voilà, si à chaque fois qu'il y a un cadre qui participe à un endroit, il y a une réversion entre nous, eh bien tout le monde est solidaire à ces actions et on évite, on va dire, d'aller et d'être tenté de temps en temps d'aller chercher le licencié d'à côté pour qu'il apporte ce qu'il apportait dans l'autre chez nous. Et donc, je pense que c'est un petit peu cette idée qu'on veut essayer de promouvoir et en essayant aussi, à terme, d'aller un petit peu plus loin. Parce que nous, il y a aussi des territoires où de temps en temps, on s'intéresse à des populations qui sont défavorisées, qui ne peuvent pas forcément payer. Et il y a d'autres communes où, au contraire, il y a beaucoup de monde qui peuvent participer et payer. Et que voilà, cet argent qui soit aussi généré ou ces actions puissent bénéficier aux plus en difficulté, peut-être à des prix intéressés beaucoup plus bas ou au contraire, c'est des actions de promotion et on sait aussi qu'il y a des actions qui sont lancées par la fédération comme les camps Génération Basket qui sont proposés une animation sur une semaine avec un temps dédié par catégorie d'âge pour faire découvrir l'activité basket. Mais très souvent, on a du mal, nous, à mettre des éducateurs en face pour pouvoir déployer ces camps-là et que l'idée qu'à un moment donné, toutes ces organisations que nous, on aura mises en commun, au lieu que ça aille au privé, que cet argent il revienne au comité et aux ligues et que les comités et les ligues rémunèrent des éducateurs pour pouvoir nous les mettre en place ces camps avec ces dotations-là de façon à faire découvrir le basket à un plus grand nombre et que ça soit pas supporté par les épaules, on va dire, des dirigeants seuls d'un club, quoi. Donc voilà, il y a une vraie chance à aller là-dessus. Et puis une dernière, on va dire, bouteille à l'eau qu'on a lancée à nos dirigeants aussi, c'est que quand on voit nous notre club, voilà, entouré de quasiment 600, 800, 900 licenciés, et que nous on est 80, 40, 50. On se dit, moi, je peux pas développer du basket 3-3, du basket santé, du basket ainsi de suite. Par contre, si on se met tous ensemble dans ce secteur-là, si on représente 650 licenciés ou 800, et que on peut regrouper tous les clubs et former un groupement d'employeurs. Et ce groupement d'employeurs avec l'idée de développer un emploi et qui soit vraiment dédié à la problématique de ce secteur-là, en s'appuyant sur qu'est-ce qu'on a envie de développer pour nos clubs ici et comment on va pouvoir s'organiser ensemble pour que cet éducateur-là, on lui crée un emploi, il vienne répondre à nos problématiques qu'on ne peut pas faire tout seul et que ça génère une activité supplémentaire. Ça ne veut pas dire que ça doit remplacer ce qui est fait, mais ça doit vraiment pouvoir permettre de générer ça. Et ça, on y croit, nous, parce que quand on a regardé la carte et qu'on a projeté à la fois les emplois déployés et puis les ressources disponibles en termes de licenciés, on se rend compte que nous, voilà, il y a 32 secteurs en Bretagne, et potentiellement, pour moi, il devrait y avoir 32 emplois possibles par rapport simplement à un ratio qui est fait entre le nombre de licenciés et ces secteurs-là. Et aujourd'hui, on voit que c'est pas le cas parce que on a plutôt, on va dire, tendance à se réfugier aux limites de son club simplement. Et là, je pense que nous, les comités et la Ligue, on a un rôle à jouer pour accompagner tout le monde vers le déploiement de ces actions-là et peut-être, on va dire, aller vers le déploiement aussi de ces emplois autour de groupements d'employeurs. Donc voilà en tout cas les perspectives que nous, on a lancées à nos dirigeants. Des choses ont été mises en place, vont se mettre en place à la fois sur la partie développement et la partie formation. Et voilà, je pense qu'à un moment donné, vous êtes les mieux armés dans vos secteurs pour nous faire vos retours en nous disant, voilà, nous, on sent poindre quelque chose là qui pourrait nous amener à réfléchir à la mise en place d'actions. Et je pense que nous, on doit être là pour vous accompagner au travers de tout ça, quoi. Voilà pour moi, Sébastien. En tout cas, merci d'avoir organisé ça. Merci de votre présence à tous, hein, parce que
ces temps de vache maigre sur notre activité nous permet peut-être voilà, d'échanger sur des thèmes que nous, en tout cas, on essaie de déployer auprès des dirigeants, en tout cas en Bretagne.